Nous allons parler de centrifugation des gaz. Alors tu as peut-être entendu parler des centrifugeuses qui servent par exemple à enrichir un mélange d'uranium en isotope que l'on peut utiliser à des fins civiles ou militaires. Et donc ça va vraiment être une illustration là de la relation fondamentale de la statique des fluides en référentiel non galiléen. Donc le problème de départ, c'est que alors que le gaz est au repos dans une enceinte avant de le mettre à tourner, donc une enceinte de rayon A de hauteur H, à la température T0, à la pression P0. Donc on peut écrire l'équation des gaz parfaits, P0 V0 égale nRT0. Ça nous donnera par exemple accès à la quantité de matière qu'on a mis dans cette enceinte. Et puis cette quantité de matière, on va la faire tourner. Donc là, la répartition est complètement homogène dans le volume. Et là, on va mettre le gaz à tourner et on va voir que à cause de la force d'inertie d'entraînement, eh bien, le gaz va majoritairement se mettre sur les parois et que donc la pression va se mettre à dépendre de R. Alors je précise tout de suite qu'on ne va pas tenir compte de l'influence du poids et donc on ne va pas supposer que P dépend de Z. Donc, le système que l'on va considérer pour calculer ce champ de pression dans un premier temps dans cette centrifugeuse, c'est une particule P de masse dm que je place à une distance r de l'axe. Donc évidemment, le système de coordonnées adapté, ce sont les coordonnées cylindriques. Donc si je projette P sur l'axe de rotation, c'est h, le vecteur ER, le vecteur EZ et le vecteur Eθ qui est vers l'arrière. Donc le référentiel, si tu veux travailler en statique, tu es obligé de te mettre dans le référentiel tournant. Donc R' lié à la centrifugeuse, non galiléen, car non en translation rectiligne uniforme par rapport au sol si on le suppose galiléen. Et donc on peut dire que oméga de R' par rapport à R égale oméga vecteur UZ. Et donc si on applique le théorème du centre d'inertie à cette particule dans le référentiel R', d'abord elle est à l'équilibre. Et donc on va avoir l'équivalent volumique des forces de pression, moins gradient P des taux, le poids, la force d'entraînement et la force de Coriolis. Alors je refais exactement la même démarche que ce que j'avais fait dans la vidéo sur cette fois-ci l'histoire du liquide qui tourne et qui engendre un paraboloïde de révolution à sa surface. Tu peux le regarder si ça t'intéresse également. Et donc, on va diviser par d taux l'accélération de Coriolis. Alors sa formule c'est 2 oméga de R' par rapport à R vectoriel, la vitesse de M dans R'. Bien sûr, la particule est à l'équilibre relatif dans R'. Et donc on obtient la relation fondamentale de la statique des fluides en référentiel non galiléen. On aurait pu l'écrire directement, mais j'aime bien la redémontrer à chaque fois et je t'encourage à le faire. Donc gradient P est égal à ρg moins ρ accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération du point coïncident. Alors ici, le point coïncident, il coïncide avec la particule tout le temps, puisque celle-ci est immobile dans R'. Donc je te rappelle que l'accélération d'entraînement, c'est l'accélération dans R du point fixe de R' qui coïncide avec le point considéré à l'instant T. Donc un mouvement circulaire uniforme dans le référentiel du sol. Et donc l'accélération, c'est moins R oméga 2 vecteur ER, accélération centripète, donc dirigée vers l'axe, et force centrifuge, hein, toujours la même histoire, avec les deux signes moins ici. Alors, il faut intégrer ça. Plusieurs techniques, ou bien on intègre le gradient, ou bien on fait tout rentrer dans un même gradient pour trouver un invariant, c'est-à-dire un champ scalaire qui se conserve. Alors pour intégrer cette équation, il faut faire très attention parce que dans l'exercice sur le seau qui tourne, ρ est indépendant de la pression, c'est un liquide, alors que là, ρ dépend de la pression. Et donc, il va falloir utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. Oui, j'ai dit que je négligeais le poids. Et surtout, ne pas considérer que ρ est une constante. Alors ça, c'est le gros piège. Hein, ρ r oméga 2 vecteur UR. Donc les coordonnées du gradient en cylindrique, tu dois les connaître. dp sur dr, 1 sur r dp sur dθ, dp sur dz dans la base UR Uθ uz, donc est égal à ρ r oméga 2 0 et 0. Donc P ne dépend
ni de θ ni de z, il ne dépend que de r. Et donc l'équation qu'on a à résoudre, on va mettre une dérivée droite, puisque c'est une fonction d'une seule variable maintenant. Donc c'est ρ r oméga 2. Ρ, on peut l'avoir avec l'équation d'état des gaz parfait. Ρ, c'est donc la masse sur le volume, donc c'est masse molaire fois la pression sur RT, que l'on réinjecte. Donc surtout pas considérer que ρ est une constante comme un liquide. Donc dP sur dr est égal à mp sur grand RT R oméga 2. Alors attention, autant par exemple dans l'atmosphère isotherme, tu avais une équation différentielle linéaire, autant celle-ci ne l'est pas. P dépend de R, et R ici, la variable d'intégration, est ici. Donc tu aurais une équation linéaire du premier ordre à coefficient non constant. Alors, il y a un truc qui marche toujours, c'est de séparer les variables dans une équation d'ordre 1. Tu peux toujours dans une équation d'ordre 1 séparer les variables, même quand elle est non linéaire. Et c'est surtout là que c'est nécessaire. Donc ça va te donner m oméga 2 sur grand RT fois dr. Donc on a séparé les variables. Maintenant, on intègre des deux côtés. Et surtout, ne le fais pas une constante additive près, mais précise bien les bornes. Donc les bornes doivent se correspondre et doivent correspondre à l'élément différentiel. Donc on va intégrer de 0 jusqu'à R. Bon, je ne vais pas changer le nom de la variable pour ça. Donc P de 0, à ne pas confondre avec P0, la pression initiale, jusqu'à P de R. Donc on va se retrouver avec log de P de R sur P0 est égal à m oméga 2 sur 2 grand RT, ah j'ai oublié le petit r ici, fois petit r carré. Et donc là, il n'y a pas de constante additive à rajouter puisque j'ai bien mis des intégrales. Ne confonds pas primitive et intégrale. Donc ça fait P de R égale P0 exponentielle m oméga 2 R2 sur 2 RT qu'on peut aussi réécrire P0 exponentielle grand K R carré sur A carré en posant grand K est égal à M oméga 2. Alors je multiplie par A carré, j'ai posé grand K comme ça pour avoir justement un K sans dimension. Tu sais que l'argument de l'exponentielle est nécessairement sans dimension. Donc en l'écrivant comme ça, R2 sur A2 est sans dimension, donc K est lui-même sans dimension. Alors déjà là on a un résultat très très intéressant puisqu'on a le profil de pression dans la centrifugeuse. On voit que en fonction du rayon, donc la pression en fonction du rayon, elle, c'est une fonction croissante. Donc on a P de 0 au centre et on a une pression maximale sur le rayon A, qui vaut d'ailleurs P0 exponentielle K. Donc voilà, on n'est pas étonné puisque à cause de la force d'inertie d'entraînement, les particules sont principalement rejetées à la périphérie de la centrifugeuse. On peut réinterpréter cette exponentielle-là comme un facteur de Boltzmann. Alors ça c'est un petit peu subtil, mais exponentielle moins, alors moins, je fais exprès de mettre 2 moins parce que là on reconnaît l'énergie potentielle centrifuge, donc on peut écrire ce facteur exponentiel moins EP sur grand RT. Alors si tu ne maîtrises pas l'énergie potentielle centrifuge, je t'invite à regarder la vidéo qui lui est dédiée. Donc ça c'est une technique en référentiel non galiléen de mécanique du point. Et donc on a la même interprétation que celle qu'on a donnée dans la vidéo sur l'atmosphère isotherme, une compétition entre l'aspect mécanique et l'aspect agitation thermique. S'il n'y avait que la mécanique, comme dans une essoreuse à salade, voilà, où tu fais des endives, toutes les feuilles d'endives vont se mettre en périphérie. Donc on aurait toutes les molécules qui colleraient aux parois. Mais à cause de l'agitation thermique, et plus l'agitation thermique est grande, eh bien les molécules ont une probabilité non nulle de revenir au centre de la centrifugeuse. Et ça c'est la compétition avec l'influence de la température. Plus la température est élevée, plus cette probabilité de revenir près du centre est grande. Alors, on pourrait également calculer la pression P de 0, et c'est ce que je vais faire dans quelques instants en utilisant la conservation de la masse totale de gaz contenu. La masse est la même, elle n'était pas répartie pareil, là répartie uniformément, et là principalement sur les bords. On va faire ça tout de suite, après quoi on va faire l'application à la séparation isotopique
de l'uranium et l'enrichissement de l'uranium. Donc on a démontré que dans la centrifugeuse, la pression variait selon cette loi-là, cette loi exponentielle, donc elle augmente vers les extrémités. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut déterminer la pression au centre en fonction des données initiales du problème? Et on va voir que oui, en utilisant la conservation de la masse, donc de la matière. Il y a la même quantité de matière dans les deux situations, bien évidemment. Donc la masse initiale, on l'a en disant que c'est tout simplement ρ0 fois le volume initial. Donc ρ0, c'est mp0, la masse molaire, sur rt0 multiplié par le volume pi a carré h. Donc ça, c'est la masse initiale. Et ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est que dans le référentiel, une fois que la centrifugeuse tourne, on a vu que P dépend de R, donc ρ dépend de R, parce que ρ, c'est MP sur RT. Alors, comme on suppose que c'est isotherme, on voit que ρ et P sont proportionnels. Donc, ρ suit une loi tout à fait analogue à celle de P. Et donc, on va être obligé de faire un découpage en volume élémentaire. Alors, c'est encore le même que celui qu'on a fait dans l'exercice sur le liquide en rotation. Donc, entre R et R plus dr, donc un découpage très classique que tu retrouves en diffusion thermique, en diffusion de particules, en électromagnétisme. Donc, il faut à tout prix le maîtriser. C'est un peu technique, mais il faut que tu le saches. Donc, sur une hauteur h, et donc ce volume, hein, là, on a un cercle entre le cylindre de rayon R et le cylindre de rayon R plus dr. Donc, tu découpes ton cylindre, tu étales, et tu as un parallélépipède, donc avec une dimension qui est le périmètre du cercle, une autre qui est h et l'autre qui est l'épaisseur entre les deux. Et donc voilà le volume élémentaire que tu peux considérer. Et donc la masse totale pourra également s'écrire la somme des masses élémentaires contenues dans ces volumes élémentaires entre 0 et A. Et donc ça va faire intégrale de 0 à A de M sur RT0, P de R, donc P de 0, donc tu vois que P de 0 intervient, c'est comme ça qu'on l'aura, exponentielle K R carré sur A carré, donc multiplié par 2pi R H dr. Alors, il y a une grosse constante là, mais là il y a une intégrale, tu as du R dr exponentielle K A carré. On a de la chance parce que R, c'est presque à une constante multiplicative près, la dérivée de K R carré sur A carré. Donc tu vas pouvoir faire un changement de variable en posant U est égal à K R carré sur A carré. Donc DU est égal à K sur A carré fois 2R dr. Et donc tu vois que cette intégrale, alors je vais juste calculer intégrale de 0 à A de exponentielle de K A carré sur R carré, R dr, et donc ça fait intégrale de, donc quand R vaut A, U vaut K, donc intégrale de 0 à K de exponentielle U. Alors tu n'as pas tout à fait du du, mais R dr, donc ça fait A carré sur 2K du, ce qui fait A carré sur 2K exponentielle de K moins 1. Donc tu prends cette intégrale, tu la reportes, tu identifies les deux expressions de la masse. P de 0 est égal à P0, K divisé par exponentielle de K moins 1, une fois que tu as fait toutes les simplifications. Donc on va voir comment utiliser cette expression maintenant pour la centrifugation de deux isotopes. Et là on va voir que c'est encore un peu plus difficile parce qu'il va falloir raisonner sur les pressions partielles et le mélange idéal de gaz parfait. Donc on va utiliser maintenant tout ce qu'on a vu pour parler de la séparation isotopique de l'uranium-235 qui est un bon combustible nucléaire et de l'uranium-238. Alors quand on les utilise en phase gazeuse, ces deux isotopes on les associe à des molécules de fluor, donc c'est de l'hexafluorure d'uranium, donc 235 ou 238. Et malheureusement, le plus intéressant de ces deux isotopes se trouve en quantité beaucoup plus petite, en fraction molaire de 1 sur 140 dans ce mélange initial. Et donc ici, on a
les deux masses molaires, 349 grammes par mol pour l'uranium 235, 351, donc tu vois que c'est très très proche pour l'uranium 238. Et donc on voit que ces deux, ça doit être 352 pour l'uranium 238, et donc on voit que ces deux isotopes ont des masses molaires qui, si elles sont différentes, sont quand même très proches. Et donc ça ne va pas être facile de faire de la centrifugation et de la séparation, mais voilà, on le fait quand même s'il faut répéter des milliers de fois l'opération. Alors, la pression initiale dans le mélange, c'est la pression totale. J'ai fait exprès de la réécrire sous la forme de deux pressions partielles. Donc, tu connais la notion de mélange idéal de gaz parfait. Donc, la pression partielle, c'est la pression d'un gaz comme s'il était seul, comme s'il ignorait dans le même volume à la même température l'autre gaz. Et donc, on peut écrire que P0, c'est la pression partielle en uranium 235 plus la pression partielle en uranium 238. Bien sûr, la fraction molaire de l'autre, c'est 1 moins la fraction molaire de l'uranium 235. Et donc, tout ça, c'est réparti uniformément et on le fait tourner autour de l'axe. Et cette fois-ci, on va voir que non seulement la répartition des molécules dépend du rayon, mais également en un rayon R, si tu compares ce qui se passe en différents rayons, la répartition entre les deux isotopes va varier et c'est là-dessus qu'est basée la centrifugation. Et donc on va se placer maintenant en R égale 0, donc P de 0, c'est pour dire en R égale 0. On peut dire que la pression totale en R égale 0, c'est la somme des deux pressions partielles de l'uranium 235 et de l'uranium 238 en R égale 0. Et toute la difficulté, c'est de réutiliser ce qu'on a démontré quand il n'y avait qu'un seul gaz, ici. Alors, comment réutiliser ça? D'abord, il faut remarquer que les deux coefficients K dépendent des masses molaires et que donc on a deux valeurs de K qui sont différentes pour les deux isotopes. Elles sont très proches, mais elles sont différentes. Alors, voilà ce qu'on va faire. Eh bien, on va dire que la pression partielle dans le gaz 1, on va lui appliquer cette relation-là, mais attention, au lieu de prendre ici P0 quand le gaz était tout seul, maintenant on prend la pression partielle de ce gaz dans l'état initial, donc fois P0, et on le multiplie par le coefficient, puisque les gaz s'ignorent, mélange idéal de gaz parfait. Et de la même manière, P2 de 0 égale 1 moins X initial, P0, K2, cette fois-ci sur exponentielle, K2 moins 1. Si maintenant on définit la fraction molaire finale dans le mélange, que je vais appeler X final, tu vois que P1, 0, bien sûr par définition, c'est X final que je cherche, fois la pression totale, et que P2, 0, bah, c'est 1 moins X final, donc là je fais un même raisonnement que ce que j'avais fait initialement, mais pour la pression P0 avant la centrifugation. Et donc finalement, on obtient deux expressions différentes de chacune des pressions partielles. Et bien sûr, on ne connaît pas la pression totale au centre, mais en faisant le quotient des deux, de ces deux relations, on aura X initial sur 1 moins X initial, facteur de K1 sur K2 exponentielle de K2 moins 1 sur exponentielle de K1 moins 1, qui vaudra donc X final sur 1 moins X final. Alors on peut faire une hypothèse, c'est que, bon, dans l'état initial, on a vu que X initial était négligeable. On fait la même hypothèse dans l'état final qu'on pourra vérifier après coup. Et donc on va avoir X final sur X initial, donc on va voir la modification dans les fractions molaires dues à la centrifugation, est égale à K1 sur K2 exponentielle K2 moins 1 sur exponentielle K1 moins 1, et ça fait 1,03. Autrement dit, on a atteint notre but, mais difficilement. On a enrichi de 3% par rapport à l'état initial la fraction molaire donc en isotope 235. Il va falloir recommencer l'opération, parfois plusieurs milliers de fois, pour arriver à un enrichissement de 90%, par exemple pour un usage militaire.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé, qu'elle t'a surtout été utile. Ce raisonnement sur les pressions partielles, tu peux repasser la vidéo parce que il n'est pas facile et c'est normal si tu as un peu de mal à l'assimiler.